Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Christian, bonjour! Salut Jeff. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à Mythes et complots. On va parler d'un complot populaire. Exact. Parce qu'il frappe l'imaginaire, comme tous les complots. Celui des voyages lunaires que nous avons effectués à la fin des années 60, début des années 70. Voilà. L'émission Apollo. Ouais, voilà, l'émission Apollo. Et je tiens d'abord à m'excuser auprès des auditeurs parce que j'ai un peu la voix amorphe aujourd'hui. Moins pétillante parce que, hier, j'ai donné une conférence à Gatineau. Et t'as vécu un stress aussi. Oui, j'ai vécu donc un stress. Donc, une conférence à Gatineau j'ai fait mon Jean-Marc Parent de moi-même. Conférence qui a perduré pendant 5 heures. Donc, à parler, à répondre à des questions. Et donc, 5 heures, ça laisse un peu des conséquences sur la voie. Et à mon retour de Gatineau, alors je salue tous les gens qui sont sur la route, mais à mon retour de Gatineau en passant par Ottawa et la 417, il faut dire que jusqu'à la frontière du Québec, la route, la 417, était couverte de neige et de glace. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore leurs pneus d'hiver, ce qui était mon cas, et ma voiture, c'est une Camaro, traction arrière, comme on dit. Donc, le genre de véhicule que dès qu'il commence à déraper, c'est merci, bonsoir, il est parti. Ouais. Alors, j'ai dû rouler sur la 417 jusqu'au Québec à des vitesses qui n'excédaient pas le 50 km/h, même parfois 40 km/h, stressé derrière le volant, la mâchoire crispée. Alors, voilà, presque, en fait, je vivais presque un état de stress comme celui du commandant Piché. Content que tu sois des nôtres, Christian. Oui, absolument. Et la question qu'on pose aujourd'hui, sommes-nous allés sur la Lune? Parce que, oui, c'est une théorie du complot. Des conspirationnistes croient au fait que tout ça est théâtral. Ça a été tourné, par exemple, dans des studios de cinéma. Oui. Et à l'insu de tous. Oui. Et que ça a impliqué des milliers de personnes pour cette cachotterie exceptionnelle. Donc, les voyages sur la Lune seraient faux, selon certaines personnes. Parce que tu l'as mentionné, c'est-à-dire que aujourd'hui, au moment où on se parle, on est presque jour pour jour à marquer le 45e anniversaire de la fin des programmes Apollo. Dernière mission sur la Lune, Apollo 17. Dernier homme à marcher sur la Lune, Eugene Cernan, lorsqu'il a fermé derrière lui la trappe du lemme lunaire. Ce que son regard voyait, aucun autre homme ne l'a revu depuis donc cette désolation lunaire. Les missions lunaires, les missions Apollo sont considérées par les historiens comme le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité ou, pour les théoriciens du complot, de la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité, la plus grande arnaque. Tu l'as mentionné, cette histoire des missions Apollo est très populaire, très sexy, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a fait des documentaires là-dessus, on en parle beaucoup. Tous les ouvrages, à peu près, qui se consacrent aux théories du complot vont consacrer des chapitres entiers à cette histoire des missions lunaires. Même si c'est un complot qui est très populaire, cette idée que tout ça aurait été tourné dans des studios, que l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune, reste que néanmoins, il n'y a à peu près que 6% de la population qui adhère à ça. C'est sexy d'en parler, c'est amusant, mais lorsqu'il vient le moment d'adhérer à cette théorie du complot, finalement, peu de gens sont convaincus que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Et faut quand même remettre les choses en contexte. On est un peu plus de 2 décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été remportée conjointement par les Américains et les Russes. Donc, les Russes avaient des ambitions lunaires, disons ça comme ça. Les Américains étaient au parfum. Et là, on se battait pour l'hégémonie mondiale. Exactement. Et il faut savoir que, et tu mentionnes la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, les savants allemands avaient mis au point des fusées, les V1 et les V2, donc une technologie que les Américains ni les Russes n'avaient. Donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques et les Américains se sont partagés des cerveaux allemands. Et parmi donc pour les Américains, on a appelé ce projet le projet Paperclip. Donc on récupérait des scientifiques allemands qu'on a ramenés aux États-Unis et on les a amenés
à travailler conjointement à différents programmes. Et l'un d'entre eux, Warner von Braun, qui avait été le créateur des V1 et des V2, est devenu le créateur des fusées Saturne V, les fameuses fusées qui ont emporté éventuellement les vaisseaux Apollo sur la Lune. Donc, on voit la conséquence, ou en tout cas, comme le bénéfice ou le profit qu'on a tiré de ce projet Paperclip. C'est intéressant de mentionner aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'ici, on parle d'une théorie du complot. Non seulement on souligne le 45e anniversaire de la fin des missions Apollo, et on reviendra maintenant sur la théorie du complot qui entoure ça, mais en même temps, il y a quelques jours, est paru, en fait, il y a une version électronique qui existe et va paraître dans un périodique scientifique, le Personality and Individual Differences, une étude justement sur les théories du complot. La version papier sera disponible à partir du mois de janvier. Il y a déjà une version électronique qui existe. Il s'agit d'une étude menée par deux scientifiques, Thomas Stahl de l'Université de l'Illinois et Jane Willem van Pragen de l'Université libre d'Amsterdam. Ces gens-là se sont adressés à 300 personnes. Ils ont pris 300 candidats. Ils les ont amenés finalement à se prononcer sur des espèces de théories du complot, à quoi ils adhéraient, à quoi ils n'adhéraient pas. Et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'on savait déjà, on l'avait déjà évoqué dans des études précédentes, que souvent les gens qui adhèrent à des théories du complot sont des gens moins cultivés, des gens moins instruits. Donc, inversement proportionnel. La culture est inversement proportionnelle à l'adhésion aux théories du complot. Mais on se demande, OK, c'est bien, s'il y a des gens plus éduqués, plus les gens sont éduqués, moins ils adhèrent à des théories du complot. Pourquoi des gens qui restent quand même très éduqués adhèrent-ils quand même à des théories du complot? Et voilà que cette étude vient jeter une lumière un peu sur ces candidats théoriciens du complot. Elle dit que, en fait, les gens qui adhèrent aux théories du complot n'est pas toujours forcément une question d'éducation, une question d'intelligence, mais souvent une question d'esprit critique. On peut être très intelligent, très instruit, mais ne pas avoir beaucoup d'esprit critique. Et c'est un peu ce qui ressort de cette étude. Donc, et c'est intéressant. Et c'est très intéressant. Parce que ça vient chambouler un peu les croyances qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que de croire que les théoriciens du complot sont tous des gens peu éduqués, des imbéciles finalement, alors que l'étude montre que c'est pas le cas. Il y a des gens très éduqués qui adhèrent à des théories du complot. Alors, on doit plutôt se questionner sur l'esprit critique qu'ont ces gens-là face aux théories du complot. Et un résumé de l'étude par Jeffrey Kluger dans le Time cette semaine, article du 14 novembre, Why Smart People Still Believe in Conspiracy Theories. Et puis, ça résume assez bien. Bon, on a des chiffres dans cet article-là, notamment quand même 20% des Américains qui croient au lien entre les vaccins et l'autisme. Et ça, c'est quand même très important parce que tu mentionnes... Il y a un consensus mondial là-dessus. On sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Et non seulement c'est pas vrai, ce qui est un peu malheureux de cette théorie du complot par rapport aux vaccins et l'autisme, c'est que non seulement l'étude qui avait été publiée il y a une vingtaine d'années, je crois, dans le magazine Lancet, un magazine médical, dont l'auteur, Dr. Wakefield de mémoire, avait été complètement discrédité. Oui, absolument. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que on continue de propager cette histoire-là que les vaccins, en fait le vaccin, le ROR, en rougeole, oreillon et rubéole, ce vaccin-là en particulier serait responsable de l'autisme. Et ce qui est assez malheureux, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a constaté une augmentation de ces maladies au cours des dernières années, alors qu'elles avaient atteint un niveau d'éradication. Oui. L'Organisation mondiale de la santé disait que ces maladies-là n'existent pratiquement pas. Parce que certains parents se disaient, maintenant, on comprend, avec cette théorie, cette rumeur qui circule, qui est non fondée. Il y a un consensus mondial là-dessus. Là. Oui. Tous les médecins qui se sont repenchés, qui ont refait de nouvelles études, disent il n'y a aucun lien entre ces vaccins-là et l'autisme. Et pourtant, la rumeur perdure. Et bien sûr, on comprend que certains parents soient inquiets de faire vacciner leurs enfants, parce que bon, si c'est une cause à l'autisme, évidemment, mieux vaut une mauvaise grippe que l'autisme. Et une maladie qu'on considérait banale, parce qu'éradiquée, comme tu l'as dit, comme par exemple la rougeole. La rougeole. Ça peut tuer, là. Peut-être que toi et moi, on serait pas là, si jamais on n'avait pas été vaccinés. Donc, c'est un peu les chiffres que présente cette théorie du complot. Et je pense qu'ultimement, il faut aussi se rappeler, par exemple, parce que bien sûr, des gens me disent à moi, qui a écrit un ouvrage sur les théories du complot, des gens me disent, oui, mais qu'est-ce que ça fait finalement que des gens croient que la Terre soit plate ou que des gens croient que Barack Obama était un reptilien? Tu sais, ce genre de truc. Il y a des dangers à ça. Voilà, il y a des dangers, des conséquences. Il faut se rappeler, par exemple, cette histoire de vaccin en est un bel exemple. Ouais. Il faut également
se rappeler que la trame de fond de Mein Kampf d'Adolf Hitler et ce qui va paver aussi la voie aux camps de concentration et les camps d'extermination, c'est en fait un faux. C'est un document en fait qu'on appelle les protocoles des sages de Sion, un faux qui a été écrit par l'Okhrana, qui était la police secrète du tsar de Russie. Donc ils se sont inspirés de différents écrits de la Renaissance pour écrire les protocoles des sages de Sion, dans lequel on décrivait un complot ourdi par la juiverie internationale pour s'emparer du monde et de l'économie mondiale. Et à travers ça, bien sûr, on pouvait justifier les politiques antisémites du tsar de Russie. Mais ce document, le protocole des sages de Sion, est un faux. Et c'est ce même faux-là qu'on va retrouver après la Première Guerre mondiale dans une Allemagne, chez des jeunes, en fait, nationalistes allemands qui vont l'utiliser. Et notamment, parmi ces jeunes nationalistes allemands qui vont s'en inspirer, il y a ce Adolf Hitler, un Autrichien qui est d'origine, d'ailleurs, qui n'est pas allemand, qui est autrichien d'origine, qui va s'en inspirer et en s'en servir comme canevas de fond pour Mein Kampf. Et éventuellement, ça va servir également de justificatif au camp de concentration. Donc, il y a des conséquences souvent importantes et négatives à toujours adhérer aux théories du complot. Et ce sont là deux excellents exemples, Christian. Oui. Juste pour terminer avec l'article du Time, si on s'en va dans le paranormal, 42% aux États-Unis croient aux fantômes. Oui, absolument. Et 41% de la population croit aux perceptions extrasensorielles dont on a fait mention dans différentes émissions récemment. Absolument. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'étude de façon générale montre, lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, qu'il y a à peu près 50% de la population qui croit à un ou l'autre des phénomènes paranormaux qu'on connaît, fantômes, perceptions extrasensorielles, réincarnation, vie après la mort. Donc, à peu près 50%. Ce qui en fait le deuxième phénomène le plus important en termes de croyances après les grandes religions institutionnalisé. Alors, sommes-nous allés sur la Lune? On va écouter un extrait de John F. Kennedy. John F. Kennedy, parce que c'est celui qui a donné le coup d'envoi. C'est ce fameux discours qu'il va prononcer et qui va donner le coup d'envoi à toutes ses ambitions. Mission lunaire. Absolument. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Alors, nous irons sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Donc, on est au début des années 60. Les Américains, évidemment, s'enlisent. Ils se sont enlisés dans le conflit en Corée. Et là, ils s'enlisent dans le conflit au Vietnam. Et voilà que les Américains ont le président, l'administration sent qu'on a besoin d'un grand projet rassembleur nationaliste. Et on sait qu'il y a déjà un bras de fer. Les Russes ont déjà été les premiers à envoyer une sonde dans l'espace avec Sputnik 1 en 1957. Ensuite, ils ont été les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, la chienne Laika. Ils ont été également les premiers à envoyer un humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Alors, les Américains en ont un peu assez de se faire damer le pion et Kennedy décide avec ce discours de lancer ce projet rassembleur. Avant cette décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune et les ramènerons. Parce que c'est ça le projet. Et évidemment, après le décès de Kennedy, les gens se sont sentis le besoin de poursuivre parce que il meurt dans des conditions tragiques, on le sait, et les Américains se sont sentis le besoin d'honorer la mémoire du président Kennedy et on a mis les bouchées doubles pour mettre le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Et c'est peut-être là l'une des pierres angulaires de la théorie du complot sur « nous ne sommes pas allés sur la Lune ». Évidemment, on parle d'avancées technologiques importantes et puis qui, encore aujourd'hui, nous sert. Absolument. Alors, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Sommes-nous allés sur la Lune, mesdames, messieurs? Vous écoutez Mythes et Complots, on revient dans moins de 3 minutes. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Croyez-vous ou non que nous sommes allés sur la Lune et pourquoi? On va parler avec Roland. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Roland, est-ce que vous y croyez? Oui.
C'est parce que j'avais eu une idée pour une question pour M. Page. Allez-y. C'est que les Américains, quand ils sont allés, ils ont mis un drapeau sur la Lune. Oui. Sûrement, ils l'ont mis sur la face visible. Oui, Je me absolument. demandais si c'était possible, avec un télescope puissant de la Terre, de le voir. Non, absolument pas. OK, c'est trop petit. Ouais, mais par contre, en revanche, il faut quand même se rappeler que la Lune, au cours des dernières années, en fait, au cours des 10 dernières années, a été entièrement recartographiée par plusieurs sondes, des sondes américaines, mais également des sondes étrangères. L'Inde, notamment, ont mis en orbite autour de la Lune des sondes. Et on a recartographié complètement la Lune avec des appareils optiques qui sont 1000 fois supérieurs à ce qui était embarqué sur l'émission Apollo. Et si vous faites une recherche, par exemple, dans Internet, vous cherchez site d'atterrissage ou site d'alunissage, vous allez voir des photographies prises par ces sondes autour de la Lune. Et ces sondes ont une telle qualité d'image qu'on voit sur la Lune non seulement le premier étage du LEM qui est resté là, mais on voit aussi les pas, instruments, les traces de pas laissées par les astronautes, oui. La petite Jeep qu'ils ont utilisée. Et je crois que c'est pour Apollo 17, on voit même la définition de l'image est si bonne qu'on voit même le drapeau et des instruments laissés sur la surface de la Lune. Donc, avec un télescope, non, mais grâce à des satellites en orbite autour de la Lune, on peut voir les équipements laissés par les astronautes. Merci, Roland. On va parler maintenant avec Mohamed. Mohamed, est-ce que vous y croyez? Je l'entends maintenant, là, ça m'aide à croire un peu, là. Vous me donnerez le site Internet sur lequel on peut voir ces images-là. OK. Parce que moi, j'ai vu une fois un documentaire, puis c'était un documentaire qui disait que on n'était pas allé sur la Lune, puis il disait que, par exemple, en sortant de l'atmosphère terrestre, il y avait tellement de radiation que l'être humain n'aurait pas pu survivre à ça. Il y avait des trucs comme ça. Après, moi, je suis pas un scientifique. Ouais. Donc, Christian, parlons-en. Et Mohamed, Christian va vous expliquer d'abord sur la ceinture de Van Allen. Ouais. En fait, c'est l'un des arguments clés des tenants de la théorie que nous ne sommes pas allés sur la Lune. C'est cette théorie voulant que autour de la Terre, il y a une ceinture de radiation qu'on appelle ceinture de Van Allen. En fait, cette ceinture se trouve dans la magnétosphère de la Terre. Et en fait, il n'y en a pas une, mais il y en a deux dans cette ceinture de Van Allen. La première se situe entre 700 et 10 000 km d'altitude. La deuxième, entre 13 000 et 65 000 km. Donc, pour imaginer un peu la situation, là, pour les gens qui nous écoutent, imaginez que la Terre soit entourée par 2 croissants de lune, et que la Terre est prise en étau dans la pointe de ces croissants de lune. Donc, ce sont les ceintures de Van Allen. Il y en a deux. On a compris que comme la première se trouve à 700 km d'altitude, elle permet des vols orbitaux comme la station orbitale, par exemple, qui se trouve à 400 km. Donc, les astronautes dans la station orbitale ne sont pas soumis aux radiations. On n'a pas à se soucier de ça. Mais juste pour expliquer rapidement aussi, c'est des protons, des électrons avec tellement d'énergie qu'il y a de la radiation. De la radiation. Ils sont chargés par l'énergie cosmique et par les vents solaires. Et c'est vrai qu'une longue exposition, si on traverse ces zones, évidemment, une longue exposition est tout à fait mortelle. C'est comme aller se balader à Tchernobyl sans équipement. Le problème, et c'est ça que les théoriciens du complot ne disent pas, oui, les ceintures de Van Allen sont mortelles et elles sont radioactives. Mais, en revanche, une courte exposition n'est pas significative. Et en fait, les astronautes des missions Apollo qui sont allés sur la Lune ont traversé ces ceintures de radiation en moins de 90 minutes et ils ont été exposés à moins de 15 REM. Donc, qu'est-ce que c'est que les REM? C'est la mesure par laquelle on va établir qu'une personne a été irradiée ou non. Donc, c'est ça. Avec le compteur Geiger, on va regarder si la personne a été irradiée. Or, en dessous de 15 REM, les scientifiques disent c'est absolument négligeable. En fait, c'est moins, on est moins exposé en dessous de 15 REM que si vous prenez une photographie, un rayon X à l'hôpital. Donc, les astronautes ont été exposés au maximum à 10 REM, qui est très largement en dessous. Évidemment, les missions Apollo faisaient passer les vaisseaux à travers la couche, comme on s'imagine que ce sont des croissants autour de la Terre. On a fait la trajectoire des vaisseaux devait passer dans la partie la moins dense de la couche des ceintures de Van Allen. Il faut également dire que des variations importantes de cette radioactivité dans les couches de Van Allen. Donc, on avait choisi un moment où la ceinture était la moins irradiante à ce moment-là. Donc, il y a moyen de moyenner.
Voilà, il y a moyen de moyenner, et c'est peut-être pourquoi les théoriciens du complot qui évoquent ces histoires de ceinture de Van Allen ont jamais dans leur rang un physicien ou un astrophysicien, parce que cette histoire-là ne tient pas la route. Donc, en connaissant bien de quoi il s'agit, parce que cette ceinture de Van Allen, elle vient de James Van Allen, un physicien qui en avait découvert, en tout cas qui en avait mesuré les conséquences dans les années 50, et c'est absolument, on traverse ça sans problème. D'ailleurs, les Américains qui sont allés sur la Lune, bien sûr, demeurent à ce jour les seuls êtres humains à avoir traversé les ceintures de Van Allen, mais ils ne sont pas les seuls êtres vivants à l'avoir fait. Hein, les Soviétiques, quelques mois avant la mise sur orbite d'Apollo 8, le premier vaisseau à orbiter autour de la Lune, quelques mois avant, les Russes avaient envoyé une sonde autour de la Lune, sonde 5, et cette sonde contenait des tortues, des vers à farine, des mouches, et cette sonde s'est mise en orbite autour de la Lune, a fait le tour de la Lune une fois, est revenue, est tombée dans la mer d'Inde, je crois. Et les tortues étaient encore vivantes. Et les tortues, toute la ménagerie se portait très très bien. Les tortues avaient un peu perdu de poids, mais en dehors de cette cure d'amaigrissement, toute la ménagerie se portait très très bien. Donc, on peut traverser la ceinture de Van Allen sans qu'il y ait des conséquences désastreuses pour les astronautes ou les êtres vivants. Et j'espère que ça répond à votre question, Mohamed. On va parler maintenant avec Jocelyn. Jocelyn, est-ce que vous y croyez? Sommes-nous allés sur la Lune? Oui, nous sommes allés sur la Lune, c'est une évidence. Par contre, ce que j'amène comme question souvent aux gens quand je leur pose, ça pourrait être arrangé. Moi, personnellement, je regarde beaucoup la science, j'étudie la science, tout ça. Je sais que c'est officiel, c'est sûr qu'ils ont été sur la Lune. Par contre, une personne qui n'est pas ferrée en science, ce que j'appelle souvent le développement de l'esprit scientifique, peut croire qu'on n'a pas été sur la Lune. Parfait. Peut croire comme c'est arrangé. Merci, Jocelyn. C'est une conviction. Ouais. Et après la pause, Christian, Jocelyn, restez à l'écoute. Merci pour votre question, c'est très pertinent. Pourquoi ça ne peut pas être arrangé? La réponse de Christian dans un instant à Mythes et Complots. Apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. It's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour l'homme. Un bond de géant pour l'humanité, disait Neil Armstrong en débarquant pour la première fois sur la Lune. On était le 21 juillet. 2h56 heure internationale lorsqu'il a foulé le sol de la Lune et qui est considéré comme le plus grand événement de l'histoire de l'humanité ou bien le plus grand complot de l'histoire. Et faut quand même savoir que cette histoire de complot, elle apparaît donc immédiatement après l'émission Apollo, ça se discute. Est-ce qu'on aurait pu truquer ces missions dans un studio de cinéma? Parce que en fait, l'enjeu ici, on l'a compris, c'est qu'on voulait absolument débarquer sur la Lune avant la fin de la décennie, comme l'avait annoncé le président Kennedy, dont on a fait entendre l'extrait. Et certes, les théoriciens du complot soutiennent qu'en 1969, les Américains n'avaient pas la technologie. On sait que 2 ans plus tôt, ils avaient perdu Apollo 1. Il y avait eu un incendie dans la cabine Apollo 1 qui avait tué les 3 astronautes. Il y avait Chaffee, Grissom et Edward White qui étaient à bord. Donc, les 3 astronautes meurent dans la cabine d'Apollo 1. Il y a même des théoriciens, Christian, qui disent que on a assassiné les astronautes parce que l'un d'entre eux, Gus Grissom, se préparait à révéler le secret la mission Apollo pouvait pas fonctionner. Quoi qu'il en soit, on perd Apollo 1 en 1967. Donc, on doit revoir. Il y a une commission d'enquête qui est faite là-dessus. Donc, on se dit, on ne sera pas prêt pour la fin de la décennie. On sait, parce que faut pas se le cacher, les Américains savaient exactement ce que les Russes préparaient de leur côté et c'était de même pour les Soviétiques. On savait ce que les Américains se préparaient. Et les Russes avaient mis au point une fusée, une immense fusée, des fusées Proton, qui étaient capables d'emporter des équipages sur la Lune. Donc, les Américains savaient que les Russes se préparaient à envoyer des équipages sur la Lune. Donc, il fallait leur damer le pion rapidement et on aurait à ce moment-là, comme on considérait qu'il était impossible d'envoyer des hommes sur la Lune, répondre aux souhaits du président Kennedy et en même temps battre les Russes dans cette course vers la Lune, on aurait truqué l'affaire dans un studio de cinéma. Cette affaire-là apparaît en fait en 1976 dans un ouvrage écrit par un type qui s'appelle Bill Kaysing, dont l'ouvrage, je te fais la traduction en français, c'est « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une escroquerie américaine de 30 milliards de dollars ». Donc, c'est une petite monographie dans laquelle Kaysing développe le scénario. Les astronautes ont été retirés de la cabine avant le lancement et après, lorsqu'ils ont joué les astronautes sur la Lune dans un studio de cinéma, on les aurait ramenés ensuite dans une cabine fantoche qu'on aurait larguée depuis un porte-avions et on aurait récupéré les astronautes et ainsi dupant le monde entier comme ça. Il faut dire que ce scénario-là va être emprunté 1 an plus tard
dans un film que probablement beaucoup d'auditeurs ici ont vu au cinéma ou ensuite à la télé, un film qui s'appelle Capricorne 1, qui mettait en vedette Elliot Gould, James Brolin et le controversé O.J. Simpson. Et dans ce film, donc, on assiste au départ de la mission Capricorne 1 qui doit emmener un équipage vers Mars. Et à la dernière minute, on retire l'équipage parce qu'on sait que la mission ne pourra pas se réaliser comme prévu. Et les astronautes vont jouer dans un studio de cinéma au débarquement de l'homme sur Mars. Donc, c'est le scénario du film Capricorne 1, inspiré visiblement de cette rumeur qui circule à propos des missions lunaires. Maintenant, est-ce que tout ça tient la route? Il faut le dire, les théoriciens du complot évoquent souvent des éléments. Il n'y a pas d'étoiles sur les photographies de la Lune. Il n'y a pas de cratère sous le LEM. Les éclairages semblent trop bons. Même parfois, on a des images qui sont des photos qui ont été prises à contre-jour et les sujets sont très bien éclairés. Donc, tous ces éléments-là, ce sont souvent des éléments photographiques relativement mineurs, relativement faciles à expliquer également. Ce sont, bien sûr, parce que, en fait, les théoriciens du complot misent sur deux éléments. Souvent, ces gens-là ont une mauvaise connaissance scientifique et des mauvaises connaissances de l'optique. Et ils espèrent que le public qui les écoute auront les mêmes lacunes. Parce qu'il est très facile d'expliquer chacune de ces soi-disant anomalies. On a, juste avant la pause, on avait un auditeur qui nous a appelé à dire on n'avait peut-être pas la technologie, on aurait pu le truquer. Et c'est juste, ce qui est faux là-dedans, c'est qu'on avait les moyens d'aller sur la Lune, mais on n'avait pas les moyens de truquer l'image. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. Et là, je veux t'entendre là-dessus, Christian, parce que dans ton livre, L'enquêteur des théories du complot, point par point, et notamment celui du trucage en cinéma, le fait que c'était impossible avec les technologies de l'époque, c'est très bien expliqué dans ton livre. Voilà, donc on a tendance à croire que c'était envoyer des hommes sur la Lune qui était compliqué et c'était plus facile de faire un trucage cinéma, alors que c'est l'inverse. Si on se réfère à la technologie du cinéma des années 60, il aurait été impossible de truquer des images qu'on voit sur la Lune, parce que les théoriciens du complot oublient plusieurs choses. Par exemple, lorsqu'il y avait ces transmissions entre les vaisseaux Apollo, ou lorsque les hommes étaient sur la Lune, il y avait ces transmissions qui duraient de longues minutes, même des heures dans certains cas. Absolument. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas créer une fausse gravité ou un état d'apesanteur. Rappelons-nous, dans les années 60, lorsque le cinéma voulait nous présenter des hommes qui marchaient sur une autre planète, on s'inspirait toujours de l'attraction lunaire. On a l'impression, on faisait marcher ces gens-là un peu au ralenti. Or, quand on regarde les images lunaires, les astronautes ne marchent pas au ralenti. Ils pèsent simplement moins lourd, en fait 6 fois moins lourd que s'ils étaient sur la Terre. Et bien sûr, durant le voyage de la Terre à la Lune, bien sûr, ils sont en état d'apesanteur. Alors, transposons maintenant avec la technologie du cinéma. J'imagine que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ont vu le film Apollo 13. Et dans ce film, Apollo 13, qui est en fait une reconstitution des événements, il faut se rappeler qu'Apollo 13, 1970, je crois que c'est 1970 ou 1969, le vaisseau va avoir une explosion. Le vaisseau Apollo est composé de 2 parties. Le petit cône à l'avant où est assis l'équipage, ce cône s'appelle le module de commande, et la partie arrière, qui est le propulseur du vaisseau, s'appelle le module de service. Dans le cas d'Apollo 13, il y a une explosion dans le module de service qui oblige les astronautes à faire demi-tour et à revenir sur Terre, qui est peut-être le plus grand sauvetage de l'histoire de l'humanité. Les gens ont fait preuve d'une imagination extraordinaire. Le film, lorsqu'on a tourné le film, et là on parle d'un film tourné dans les années 90, quand on a refait ça, il a fallu faire 1500 paraboles à bord d'un avion. Donc on comprend qu'on fait monter un avion commercial, une espèce de Boeing qui appartient à la NASA. Donc on a retiré les sièges et on va tourner devant un écran gris, et chaque parabole crée un effet d'apesanteur qui dure 30 secondes. Il a fallu faire 1500 paraboles de ce type-là pour recréer les effets d'apesanteur pour alimenter le film Apollo 13. Et là on parle d'un film qui était tourné il y a quelques années à peine. Alors comment, à la fin des années 60, on aurait pu faire un truc semblable? On n'avait pas la technologie pour faire ça. Ensuite de ça, pour recréer, par exemple, la marche lunaire, Tom Hanks a réalisé il y a quelques années un film qui raconte l'histoire des missions Apollo. Et pour réaliser ce film et recréer la marche lunaire, il a dû accrocher dans le dos des comédiens des ballons gonflés à l'hélium, des ballons qui ont ensuite été effacés image par image pour recréer cet effet de légèreté lorsque les astronautes marchaient sur la Lune.
Et là encore, on parle d'images qui remontent à quelques années à peine. Donc, c'est évident à la fin des années 60, on n'avait pas cette technologie-là. Et encore une fois, je pense aussi que beaucoup d'auditeurs connaissent la série Les Stupéfiants de Mythbusters, une série très populaire où deux spécialistes d'effets spéciaux ont essayé de déboulonner toutes sortes de mythes. Ils se sont bien sûr attaqués à cette histoire de l'homme sur la Lune. Ils ont essayé de reproduire la marche lunaire, et ce qu'ils ont bel et bien démontré, c'est que en 1968-69, on n'avait pas la technologie pour faire ça. Absolument. Christian, le cinéma est un art tellement jeune. Ça a commencé avec, certains disent avec les Frères Lumière, à la fin du 19e siècle. Absolument. À la toute fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, il y a un film à propos de la Lune qui est un des premiers films de science-fiction. De la Terre à la Lune. Georges Méliès, en 1902, Voyage dans la Lune. Ouais. Et là, on est juste 60 ans plus tard. Et vous regarderez des extraits de Georges Méliès, Voyage dans la Lune. La technologie n'est pas avancée à l'époque. Absolument. Et plus de détails dans ton livre, Christian. Ouais. Et il y a un élément qui est tout à fait intéressant et à mon avis qui est peut-être un des éléments les plus porteurs. Dans le cas du trucage, il y a quelques années, donc on a mentionné ces fameuses images prises sur la Lune par les astronautes et dont certaines sont prises à contre-jour. L'une des images les plus controversées, on voit Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, donc qui faisait partie de cet équipage d'Apollo 11. On se rappelle, juillet 69, Neil Armstrong, Buzz Aldrin se pose sur la Lune pendant que Mike Collins reste dans le vaisseau qui orbite autour de la Lune. Lorsque Armstrong est sur la Lune, il photographie à un moment donné son collègue Buzz Aldrin qui sort du LEM et qui va descendre sur l'échelle de coupée vers le sol. Et on voit sur l'image que le LEM est à contre-jour. Donc, la porte et l'échelle se trouvent à contre-jour. Et pourtant, Buzz Aldrin est très, très bien éclairé. On voit tous les détails de sa combinaison. Alors, les théoriciens du complot nous disent que c'est impossible parce que comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les ombres doivent être très noires, la lumière serait très, très claire. Donc, on ne pourrait pas voir ce détail-là. Ou bien, ce serait surexposé ou, dans le cas présent, sous-exposé. Et pourtant, Buzz Aldrin est très bien éclairé. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, il y a 2 ou 3 ans, le géant des processeurs graphiques, Nvidia, ont pris cette fameuse photographie. Ils ont recréé l'environnement pour refaire la photo. Et ce qu'ils ont pu démontrer sans l'ombre d'un doute, c'est que cette image-là, non seulement correspond exactement à l'homme sur la Lune, les conditions d'éclairage à cette époque, mais il y a un petit élément d'à peu près 10% d'éclairage qui vient de la combinaison même réfléchissante de Neil Armstrong qui va éclairer le sujet. Et tout ça n'a été possible qu'avec une technologie des années 2010. Avant Donc, ça, c'était... En 1969, même en essayant d'imaginer une image comme celle-là, les techniciens, les spécialistes en photographie, les spécialistes graphiques n'auraient pas pu imaginer ou inclure dans l'image des détails aussi peu pertinents que l'éclairage de la combinaison de Buzz Aldrin réfléchi par la combinaison de Neil Armstrong. Donc, ce sont des éléments qui prouvent sans long. En fait, ce qu'NVIDIA montre, c'est que cette photographie-là n'a pu être prise qu'à un seul endroit en 1969 et c'était sur la Lune, nulle part ailleurs. Et là, il y a Patrick qui attend depuis très longtemps. Est-ce qu'on a quelques secondes? Patrick, est-ce que vous y croyez? Sommes-nous allés sur la Lune? Ben moi, je crois que oui. Puis la seule raison, c'est qu'on devrait demander aux Russes. S'il y aurait eu quelqu'un qui aurait à dénoncer ce complot-là à ce moment-là, je pense que ça aurait été les Russes. Absolument. Moi, personnellement, je pense que le fait qu'il y ait eu des photos truquées de la Lune, c'est pas impossible. Non pas pour caché comme quoi qu'on a été ou pas, mais plutôt pour ce qu'il y avait rendu là-bas. Moi, je pense qu'il y a des photos qui ont été obligées d'être truquées, relâchées au public, parce que il y aurait peut-être eu trop de choses présentes sur les photos qu'on n'aurait pas voulu montrer au public. Donc, vous pensez qu'on nous cache certaines informations? Ben, pas nécessairement dans le but de cacher, mais de plutôt de pas montrer pour tout de suite ce qu'il y a vraiment là-bas. Parce que quand on écoute des commentaires comme l'astronaute Edgar Mitchell, c'est des gens qui ont été dans la Lune. Là. C'est pas le petit citoyen là, qui est avec son appareil photographe au coin de la rue chez eux. Là. On parle d'un astronaute qui a passé toute sa vie dans ce domaine-là. Fait que quand on entend, je te parle au niveau d'un citoyen comme moi là, qui n'a pas d'études scientifiques ou rien de ça, quand on entend des astronautes dire des propos comme Edgar Mitchell, la seule chose qui nous reste, c'est de nous porter à réflexion. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout rejeter du revers de la main
et non plus de l'autre côté de tout gober. Parfait. Merci, Patrick, d'avoir appelé. C'est très apprécié. Merci de votre participation, mesdames, messieurs. Dans un instant, la conclusion avec notamment l'argument ultime de pourquoi on est allé sur la Lune et pourquoi ça ne pouvait pas être une cachotterie, une et qui va mise en répondre scène. un peu aussi à la question de notre de Patrick. De Patrick. Merci, Christian. On revient dans à peu près 2 minutes sur le réseau Cogeco. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complot avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et pourquoi nous sommes allés sur la Lune et pourquoi c'est impossible, cette théorie du complot, en fait. Cette supercherie, en fait, Ouais. les théoriciens du complot ont tendance à mettre de l'avant leurs arguments, mais ils oublient les contre-arguments, ce qui prouve qu'on est allé sur la Lune. Ce qui prouve qu'on est allé sur la Lune, bon, dans un premier temps, il aurait été impossible de truquer ces images-là par le cinéma. Ensuite de ça, il faut quand même se rappeler que Neil Armstrong débarque sur la Lune le 21 juillet 1969, qu'ont fait les Russes le 22 juillet 1969. Ils ont tiré la plug sur leur propre programme lunaire. Hein? Et après ça, ils ont toujours prétendu. On n'avait pas l'intention d'envoyer des hommes sur la Lune, mais on sait qu'ils avaient construit des fusées Proton qui étaient capables d'amener des équipages. Alors les Russes, comme un auditeur l'a mentionné, ils auraient été les premiers à dénoncer cette histoire-là, parce qu'à l'époque, c'était un bras de fer entre les Américains et qui arriveraient les premiers sur la Lune. Ensuite de ça, il faut se dire que, je l'ai mentionné un peu plus tôt, depuis une quinzaine d'années maintenant, la Lune a été complètement refotographiée par diverses sondes lunaires qui se sont mis en orbite autour de la Lune. Et sur certaines de ces photographies, il suffit, les gens qui nous écoutent, de simplement entrer dans votre moteur de recherche, site d'atterrissage, Moon Landing Site en anglais, et vous allez tomber sur ces images et vous allez voir la définition de ces images qui montrent non seulement le premier étage du LEM qui est resté sur la Lune, mais des instruments également qui ont été laissés sur la Lune. Il faut se rappeler aussi que les astronautes ont ramené 381 kilos de roches lunaires qui ont été éparpillées un peu partout dans le monde et soumises à des études. Et ces pierres lunaires ont des caractéristiques qui prouvent qu'elles ont été ramenées de la Lune. Il faut se rappeler également que les astronautes ont laissé sur la Lune des appareils, notamment des miroirs qui sont encore aujourd'hui utilisés pour calculer, mesurer au centimètre près la distance entre la Terre et la Lune. Et ensuite, bien sûr, l'argument du monde, c'est-à-dire le monde ultime. Oui, ultime. C'est-à-dire qu'une mission uniquement à la NASA, on compte à peu près 17 000 employés. Et ça, c'est sans compter tous les sous-traitants qui ont travaillé aux missions Apollo. Et bien sûr, les gens qui écoutaient les stations radio, qui écoutaient les transmissions. Partout à travers le monde. À travers le monde. Donc, on n'aurait pas pu... Et là, on parle de dizaines de milliers de gens qui suivaient les missions Apollo. Il y avait les stations au sol qui retransmettaient les communications radio. Il aurait été à peu près... Et c'est difficile de garder un secret entre 3 personnes. Alors, imaginez de garder un secret comme ça entre des dizaines de milliers de gens et un secret qui perdurerait depuis 45 ans sans que personne n'ait jamais vendu la mèche. Et rapidement, Christian, il y a Patrick qui parlait avant la pause d'un astronaute qui a fait partie d'une des missions Apollo. Oui, voilà. On a parlé d'Edgar Mitchell. Ça, il faut être très, très prudent. C'est ce qu'on appelle en journalisme l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'Edgar Mitchell, qui est décédé il y a je pense c'est l'an dernier, Edgar Mitchell, dans les dernières années de sa vie, avait pris position par rapport à la question des ovnis. Il disait ouvertement, je crois qu'on a été visité par des extraterrestres. Je crois qu'on a récupéré un ovni à Roswell. Je crois qu'on a des extraterrestres dans un hangar. Edgar Mitchell précisait bien que lui n'avait jamais rien vu de ça, par exemple. Mais il connaissait des gens qui lui avaient raconté avoir vu ces engins-là, avoir vu ces cadavres d'extraterrestres. Et Edgar Mitchell disait, j'ai confiance, j'ai foi en le témoignage de ces gens-là, même si moi, je n'ai jamais rien vu. Mais quand on regarde le témoignage d'Edgar Mitchell, aussi intéressant semble-t-il, Edgar Mitchell a beau avoir marché sur la Lune, avoir fait partie de l'équipage d'Apollo 14, son discours n'a rien à voir avec la mission lunaire. Que le type ait été sur la Lune ou non ne change rien. Ce qu'il raconte n'a rien à voir avec sa mission lunaire. C'est une question de foi. Si ce Edgar Mitchell avait dit « Je crois en Dieu », est-ce que le fait qu'il ait marché sur la Lune ferait qu'on devrait croire davantage son discours? Il faut faire attention. C'est l'argument d'autorité. Et Edgar Mitchell a bien précisé « Je n'ai jamais vu d'OVNI. Lorsque je suis allé dans l'espace, je n'ai pas vu d'OVNI. Mes collègues n'en ont pas vu. » Donc, toute ma croyance est basée sur des témoignages de gens qui me disent « On a vu ça et j'y crois ». Le problème, Christian, c'est qu'on est dans une ère de postmodernisme où la subjectivité est plus importante que la réalité. Les croyances individuelles surpassent les faits. On le voit sur les réseaux sociaux et les théoriciens du complot s'inscrivent à 100% dans cette tendance. Et revenons quelques secondes sur le début de l'émission. Cette tendance postmoderniste est dangereuse. Les croyances comme celle-là peuvent provoquer des situations
catastrophique. L'Holocauste. L'Holocauste, le truc des vaccins dont on a parlé en début d'émission, donc le fait qu'on croit que des vaccins vont créer l'autisme. Et quand on regarde cette histoire de postmodernisme, tu sais qu'il y a quelques années, il y a une auteure américaine qui a été poursuivie par un négationniste britannique qui disait qu'il n'y avait jamais eu de camp de concentration, qu'on n'avait pas éliminé comme ça 6 millions de Juifs dans les camps de l'Holocauste. Et cette journaliste, cette auteure américaine a dû aller se défendre en Angleterre et on a dû faire la démonstration que l'Holocauste avait réellement eu lieu. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens à partir du moment où des visions comme ça, des gymnastiques intellectuelles vont transcender les faits historiques. Alors, il y a des gens qui font des rhétoriques et qui font du déni, en fait, à leur avantage, quand ça avantage leur opinion et leur croyance. Et ça, c'est un excellent exemple, Christian. Oui, absolument. Donc, se méfier des théories du complot. Et dans cette histoire de sommes-nous allés sur la Lune, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, qu'on utilise notre téléphone portable ou qu'on regarde la télévision à travers le monde, on utilise des satellites et les retombées, le four micro-ondes, les couvertures chauffantes. On n'en finirait pas d'énoncer les retombées scientifiques qui ont découlé de la conquête de l'espace. Christian, en quelques secondes, ta conférence à Québec, c'est quand? Le 25 novembre prochain à l'Université Laval. Toutes les informations sur mon site, le www.christianpage.ca, et on parle des théories du complot. Parfait. Merci. À la semaine prochaine.